considérons aussi que nous avons une mission, un objectif, un combat, on appelle ça comme on veut, qui est celui de l'éducation populaire. Et donc dans ce cadre, à la fois on organise le même jour un banquet fraternel tout à l'heure, dans quelques minutes maintenant, et nous organisons une conférence sur un sujet d'histoire, parce que nous pensons que c'est une nécessité que, quelle que soit la génération à laquelle on appartient, on puisse avoir accès. Ça ne te gêne pas si je parle en même temps que toi? Voilà. Excuse-moi, hein. Je ne veux pas te déranger. Voilà, donc je fais court, et nous considérons que quelle que soit la génération à laquelle on appartient, la culture en général, et notamment l'histoire et les questions sociales en particulier, souvent d'autres questions, des questions, j'ose le mot philosophique, on a des conférences sur par exemple la gestation pour autrui, la procréation médicalement assistée, sur la fin de vie, enfin voilà, on va faire tout le truc. Bon, là, comme c'est un banquet traditionnel, le banquet de tête de veau, c'est pour commémorer, on parle quand on est guillotiné ce Louis XVI, mais surtout c'est parce que c'est un acte fondateur qui va vers la création de la République. C'est ça qu'on commémore. Et donc dans ce cadre-là, on a pris l'habitude de rapprocher l'histoire de l'actualité, l'actualité de l'histoire. L'actualité, tout le monde la connaît, elle se déroule sous nos yeux. L'histoire, il est bon de rappeler. Voilà. Alors c'est vrai qu'au niveau actualité, on est quand même bien servi, puisque ça fait quand même... il y a eu un long débat sur est-ce qu'on doit inscrire dans la Constitution la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Et c'est vrai que les débats, ils ont été très intéressants et très formateurs, puisque on a bien vu qui était en faveur de cette inscription et quels étaient les hommes politiques, quels étaient les courants politiques qui traînaient le plus des pieds. Et finalement, ce n'était absolument pas surprenant, parce qu'en fait, c'est révélateur d'une division au sein de la classe politique qui date depuis quasiment 200 ans. Alors c'est vrai que la séparation de l'Église et de l'État en France, c'est quand même un sujet assez particulier, parce que nous sommes le seul pays au monde à avoir vraiment cette vision de ce qu'est la laïcité. Et ça, c'est pas pour rien, c'est que c'est le fruit d'une longue histoire. Tout d'abord parce que la France, elle s'est construite, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'historien nommé Mathieu Bertozzo, qui écrit dans la Revue Générale du Droit, que la France, elle s'est créée sur un modèle institutionnel, le modèle de l'Église, ce qu'on appelle l'ecclésiologie. Et ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce qu'en fait, si on fait remonter les débuts de la fondation de notre pays à la chute de Rome, ce que beaucoup d'historiens peuvent contester, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la monarchie franque va récupérer les ruines de l'Empire romain pour construire son pouvoir, et ce qui reste d'institution stable, c'est l'Église. C'est l'Église. Et c'est donc autour de cette institution que les choses vont, que l'État va se créer. Et on va renforcer ce rôle central de l'Église par la création de mythes fondateurs, dont le plus répandu, c'est celui de Clovis, premier roi chrétien de France. Et quand je dis que c'est un mythe, c'est vraiment un mythe, parce que derrière ça, il n'y a absolument rien de réel. D'une part, Clovis n'a jamais été roi de France, il était roi des Francs et non pas roi de France, ce qui n'est pas la même chose. Dans la région, on n'est pas trop concerné, parce que la Provence était un royaume visigothique, donc les Francs, pas grand intérêt. Et puis il n'a pas été le premier roi chrétien, il a été le premier roi franc catholique, c'est-à-dire le premier à se faire un baptême, à se faire baptiser par l'Église catholique. La plupart des autres rois francs ou barbares, pour reprendre l'expression de l'époque, étaient déjà chrétiens, mais dans la version arianiste. Et comme l'Église catholique a farouchement combattu l'hérésie arienne, quand l'Église combat une hérésie, en général ça se termine dans un bain de sang. Donc forcément, on avait besoin de ce mythe fondateur pour justifier cette union, du sabre et du goupillon, comme on aime bien le dire. Mais en fait, oui, on a vraiment cette idée que le royaume de France va se construire autour de cette adhésion, de cette réunion entre l'Église et le pouvoir temporel. On peut estimer d'ailleurs, et comme le font certains historiens, qu'il y a eu de tout temps, dès l'apparition en fait réellement de la réforme, cette volonté de séparer l'Église et l'État. Certains font remonter, d'ailleurs, considèrent que l'édit de Nantes de 1588,
c'est déjà une première tentative de séparer le spirituel du temporel en justement disant que la place des protestants, elle est pleine et entière dans le royaume, et si je donne cette place en pleine et entière aux protestants, forcément, c'est que je rogne sur le pouvoir de l'Église romaine. Hein, on peut aussi voir dedans la lutte qui a duré des siècles entre la vision gallicane et la vision ultramontaine de l'Église. Hein, cette vision qu'une Église doit être dirigée par l'État et celle où elle doit être dirigée depuis Rome, avec une vision plus universaliste. C'est déjà aussi une lutte de pouvoir, justement, qui révèle la volonté du pouvoir temporel de prendre le pas sur le spirituel. Alors forcément, c'est quelque chose qui va prendre du temps, d'autant que cette idée que la place du royaume, elle est d'abord, c'est un royaume chrétien, ça remonte dès le VIe siècle, hein. C'est l'histoire des Francs de Grégoire de Tours, c'est repris par la suite par Bossuet, ça va être renforcé ensuite aux alentours de 1841, hein, où on va avoir justement cette idée, je ne sais plus qui l'a émise, mais hein, c'est le mythe de la France, fille aînée de l'Église, ça date seulement du XIXe siècle, hein, c'est pas, je l'ai appris à mes dépens quand j'ai commencé à faire mes études d'histoire. Ce qui a été très fondateur, c'est que ça m'a permis de me rappeler que en fait, tout ce que j'avais appris comme histoire au lycée, il fallait que je l'oublie et que je reparte à zéro. Hein, la différence entre l'histoire scolaire et la véritable histoire, c'est quand même quelque chose, c'est un grand écart assez impressionnant. Cette séparation de l'Église et de l'État, donc on a en tête la loi de 1905, mais cette loi de 1905, en fait, ce n'est qu'un aboutissement. La lutte pour la séparation, en fait, elle remonte bien avant, et elle remonte dès le début de la Révolution française. Elle va être concrétisée par 3 fois, et c'est seulement la 3e fois que, finalement, ça va aboutir. Une fois que la République est affirmée, cette séparation de l'Église et de l'État va enfin pouvoir se réaliser et perdurer. Il y a eu 2 autres tentatives, sur lesquelles on va revenir. En 1795, par la Convention, et pas n'importe quelle convention, c'est la Convention thermidorienne qui va prendre cette décision. On va essayer de voir pourquoi on arrive à cette décision. Et en 1871, bien entendu, avec les décrets de la Commune. Ce qui est symptomatique, c'est que quand, vous pouvez vous amuser, hein, quand vous regardez sur Internet, si vous cherchez séparation de l'Église et de l'État, vous pouvez trouver la date de 1795, vous allez bien entendu trouver celle de 1905, mais ce qui est assez révélateur, c'est que la date de 1871, vous ne la trouvez quasiment jamais. La Commune bénéficie encore de cet ostracisme intellectuel, ce qui laisse à penser que l'histoire, elle est quand même un peu commandée par ceux qui ont gagné. C'est peut-être pas pour rien qu'on considère que Thiers est un grand homme de la République. Un grand homme de la République qui, à plusieurs reprises, a essayé de remettre un roi à la tête du pays, mais c'est un grand républicain. On pourrait s'interroger sur l'utilité, et on verra pourquoi tout à l'heure, d'avoir un lycée qui s'appelle Thiers à Marseille. On voit ce que Thiers pensait de l'éducation des instituteurs. C'est très sympathique. Donc la première tentative, en fait, elle remonte à la Révolution française. Et elle trouve ses origines, finalement, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où il y a déjà cette volonté d'affirmer la liberté de culte. Alors, il faut faire une distinction très importante entre ce qu'on appelle la liberté de culte et la liberté de conscience. Parce que finalement, la liberté de culte, elle nous dit, vous pouvez croire en ce que vous voulez, mais on a quand même cette idée qu'il faut croire en quelque chose. La liberté de conscience, nous, ce qui est plus important, nous autorise à ne croire en rien, du moins en autre chose qu'en une religion. La Déclaration des droits de l'homme, donc en juin 1789, c'est l'article 10, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, à condition que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public. Mais on ne remet pas en cause le rôle politique de l'Église. Hein. On dit juste aux gens, si vous voulez être protestant, vous voulez être juif, etc., vous avez le droit. Mais on ne remet pas vraiment en cause le rôle de l'Église. Et même, on va même aller plus loin, parce que finalement, on va même s'appuyer sur la religion pour développer la révolution. Non pas sur la religion catholique, mais en tentant de remplacer le culte catholique par la constitution civile du clergé, volonté de contrôler la religion, puis avec le développement du culte de l'être suprême par Robespierre. Il y a en fait cette idée chez les révolutionnaires, et qui est très forte chez Robespierre, que l'athéisme,
c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une pensée petite bourgeoise. Hein, c'est très difficile aussi à cette époque de rompre directement avec l'Église parce qu'un bon nombre de révolutionnaires sont des ecclésiastiques. Il y a l'abbé Grégoire, qui en 1789 va quand même déclarer l'intention de l'Assemblée est de réduire l'autonomie du pape à de justes bornes, mais elle est également de ne pas faire de schisme. Sous-entendu, j'ai besoin de la religion pour diriger mon pays. Et toute la Révolution française va être extrêmement imprégnée de cette idée que la religion, c'est important. Même si on va attaquer la religion, mais on va s'y attaquer par différentes, non pas sur le point de vue dogmatique, mais du point de vue pratique. La nationalisation des biens du clergé, la constitution civile du clergé, le calendrier républicain, on va supprimer les références religieuses dans la vie de tous les jours. Mais en fait, il s'agit juste de permettre à l'État de prendre le contrôle intellectuel des gens. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'idée qu'il doit y avoir une religion. La religion peut changer, mais elle doit rester. Ceux qui vont être les plus radicaux, c'est la Commune de Paris. Chose surprenante, hein, d'ailleurs. Mais cette Commune de Paris, elle va se heurter à la Convention. Et elle va être traitée, et c'est une véritable insulte à l'époque, elle va être traitée d'athéisme. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des choses qui nous paraissent aujourd'hui évidentes, mais l'interdiction du port du costume ecclésiastique en dehors des offices religieux. La réquisition des bronzes, ça pour les besoins de l'armée, hein, on va encore s'attaquer aux richesses. L'interdiction des manifestations, du moins, la nécessité de demander à la commune l'autorisation d'organiser une manifestation, une procession religieuse dans l'espace public. À l'époque, ça va être considéré comme étant, de la part de la commune, une agression insupportable pour l'Église. Et l'un des plus grands opposants à cet athéisme ambiant, ce sont les montagnards, entre autres Robespierre, hein, pour qui, lui, dit c'est une idée aristocratique. Et il va opposer cette idée d'athéisme, et il va lui opposer l'idée d'un grand être qui veille sur l'innocence opprimée. Sous-entendu, oui, l'innocence opprimée, c'est le peuple, et le peuple, il faut quand même l'amener à bien penser. Ça fait partie des aspects sombres de Robespierre, qui a quand même énormément apporté à la construction de la République. Et, comme tout être humain, il est loin d'être parfait. Preuve aussi que la Révolution va se nourrir de cette imagerie, de cette culture religieuse, c'est la façon dont on va célébrer les morts de la République. Si on prend par exemple le tableau de Jacques-Louis David, La mort de Marat, vous pouvez faire le parallèle avec une Pietà, c'est la même chose. La position dans laquelle est représenté Marat, l'air, la mimique qu'il a, la lumière, tout est fait pour rappeler les tableaux religieux. On a besoin de créer un nouveau culte, et c'est le culte de la Révolution et de la République. Et paradoxalement, en fait, c'est parce qu'il y a cette récupération religieuse, plutôt républicaine de la religion, que la Convention thermidorienne va être amenée à procéder à la séparation de l'Église et de l'État, ne serait-ce que pour ramener un semblant de paix civile. Ça va être une de ses premières préoccupations. En séparant l'Église et l'État, je vais permettre aussi d'apaiser les tensions en Vendée dans la guerre des Chouans. C'est du moins un des objectifs. Et c'est le 3 Ventose de l'an 3, donc le 21 février 1795, l'approche bientôt des 230 ans de cette première loi, qu'on va faire donc on va prendre cette première mesure, et on a 10 articles. Ce qui est rigolo, c'est que le premier article s'appuie sur la Déclaration des droits de l'homme et sur la Constitution. Hein. L'exercice d'aucun culte ne peut être troublé. Je reconnais cette idée de la religion et du droit de suivre ma religion. C'est-à-dire que je reviens un petit peu aussi sur ce qui avait été imposé par Robespierre, d'imposer le culte de l'être suprême. Je supprime ça et je reviens sur l'idée que la République reconnaît toutes les religions. L'article 2 il nous rappelle fortement ce qui est inscrit dans la loi de 1905, puisqu'il précise que la République n'en salarie aucun culte, elle ne fournit aucun local pour l'exercice du culte, ni pour le logement des ministres. Ce qui revient à dire que, en fait,
si la République ne salarie aucun culte, c'est que je supprime le budget des cultes du budget de l'État. Et ça, c'est une réalité aussi qui permet de comprendre pourquoi on prend cette loi, c'est qu'en 1795, les finances de l'État, elles sont loin d'être saines, parce qu'on s'est plongé dans des guerres incessantes. Hein. On a eu des guerres de la République, on a eu la lutte contre le soulèvement vendéen, on a eu la lutte contre la chouannerie, on a les guerres à l'étranger, on a aussi toutes les missions diplomatiques qu'on a essayé d'envoyer à droite et à gauche. Tout ça, ça a ça a coûté beaucoup d'argent. Donc on essaye de faire des économies un peu comme on peut. L'autre chose, et c'est ce que l'Église va énormément reprocher à la Convention thermidorienne, ce sont les articles 4 et 5. La cérémonie de tout culte, les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice, et la loi ne reconnaît aucun ministre du culte. Nul culte ne peut paraître en public avec des habits, ornements, costumes affectés à des cérémonies religieuses. Sous-entendu, on invisibilise la pratique religieuse. Et ça, l'Église, elle ne le supporte pas. Elle était habituée à voir aussi à quoi ressemble un habit de culte dans l'Église. Si on a plein d'or, des choses comme ça, c'est pas pour rien, c'est pour être montré, c'est pour en jeter à la vue du petit peuple, lui montrer la supériorité de l'Église sur le reste. Forcément, donc, on a une priorité économique, on a une priorité aussi sociale, essayer de ramener un peu d'ordre dans l'État. En fait, cette loi, elle n'est pas de nulle part. Hein. Elle n'est que l'application d'un décret pris par Cambon, Pierre-Joseph Cambon, qui en 1794 avait fait passer un édit, le 200 culotide de l'an 2, c'est beau de pouvoir nommer ces jours qui sont si rares, hein, le 200 culotide, c'est des jours supplémentaires pour revenir, comme on avait mis des décades et non plus des semaines, pour les retrouver, comment faire 365 jours, on rajoute des jours supplémentaires un petit peu, qui disait que la République française ne paye plus les frais ni les salaires d'aucun culte. Sous-entendu, débrouillez-vous. Chez Cambon, notre préoccupation, quand même, c'est pas uniquement économique, c'est ce que je vous disais, cette idée de retourner à la paix civile. Alors, Cambon, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas forcément très fréquentable, hein, parce qu'il aimait bien mélanger la politique et les combines affairistes. Il y a eu quelques petits problèmes avec l'histoire de la Compagnie des Indes et des choses comme ça. Mais en fait, quand Robespierre a tenté de développer son culte de l'être suprême, lui-même, il disait « Proclamer un principe religieux, de suite il faudra des temples qui devront être gardés par des personnes qui s'en prétendront les ministres. Ils demanderont des traitements des revenus. S'ils réussissent dans leur première demande, ils élèveront bientôt de nouvelles prétentions, sous peu, ils établiront des hiérarchies et des privilèges. » Sous-entendu, du moment où je reconnais une religion, où je la finance, je permets à cette religion d'avoir une influence dans l'État. Donc si je veux, pour avoir un État qui soit réellement séculier, qui appartienne réellement au peuple, il faut que je me débarrasse de ce poids qu'est la religion. Il y a la volonté donc vraiment de distinguer les deux, de circonscrire la religion à la sphère privée. Mais c'est l'évolution politique de la France qui va amener à tout remettre en cause. On pourrait se dire c'est vachement bien, c'est... Malheureusement, l'évolution politique, si vous vous rappelez, la Convention thermidorienne ne rencontre que peu de succès. On a un premier coup de force, en fait, qui amène à la création du consulat. Et pendant le consulat, enfin le directoire puis le consulat, pendant le consulat, on a un gars qui commence à émerger, un certain Napoléon Bonaparte, et qui va avoir peu de temps avant la bataille de Marengo, il va s'adresser au clergé de Milan, histoire d'appeler aussi les Italiens à soutenir la Révolution. Nulle société ne peut exister sans morale, et il n'y a pas de bonne morale sans religion. Il n'y a donc que la religion qui donne à l'État un appui ferme et durable. Sous-entendu, la loi de Cambon, tout ce qui est voté par Boissy, Jordan, etc., qui vont aller dans le sens de la séparation de l'Église et de l'État, même si Jordan il dit que le culte catholique il a quand même une place spécifique en France, qu'on doit, en gros, le mythe national, le baptême de Clovis, etc., qui revient. On a l'idée que très rapidement, que Bonaparte ne va pas du tout avoir la même vision que l'Église
l'Église, que les autres révolutionnaires, même s'il se dit républicain à sa manière, on a vu ce que ça donnait, c'est l'idée qu'il faut un retour de la religion au pouvoir pour assurer la morale, c'est-à-dire pour pouvoir contrôler la population. Hein. Vous entendez bien, quand vous avez quelqu'un qui vous parle de la religion assure la morale, la religion, elle assure l'ordre. Hein. On ne trouve pas... On peut faire le parallèle entre ce que déclare Bonaparte en 1800 et ce que va déclarer quelques années plus tard un certain Charles Maurras, hein, quand il parle du fait qu'il faut une religion pour l'État, lui-même se déclarant athée ou agnostique, je ne sais plus exactement, en disant que pour la France, il faut la religion catholique parce que c'est ce qui permet l'unité de l'État. On a toujours, quand vous avez quelqu'un, un politique d'extrême droite, hein, disons, qui vous parle d'unité de l'État, il veut parler de contrôle de l'État et de la population. Donc quand Napoléon va un peu se débarrasser des restes de la Révolution, hein, en devenant empereur, alors dans son esprit, je deviens empereur, mais je continue la Révolution, je continue la République, hein, on n'est pas à un paradoxe près. Il va se dépêcher d'établir une chose, c'est le Concordat. Et le Concordat, si on reprend le travail de Marcel Serres, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un historien de la commune, hein, vous trouvez ses publications sur le site des Amis de la commune d'ailleurs, lui il résume la situation de manière très simple. Pendant un siècle, l'Église va pouvoir inculquer au peuple la soumission à la classe dirigeante et le respect de l'ordre établi. Avec la restauration, l'alliance du trône et de l'autel est encore renforcée. L'Église répand les thèses du pape Grégoire XVI dans son encyclique Mira Rebos, qualifiant la liberté de conscience de fausse et absurde, la liberté de la presse de funeste et exécrable. C'est beau, voilà, c'est la liberté de conscience, la liberté selon alors, la religion catholique. Il ne faut pas oublier que Grégoire XVI, c'est pas non plus le plus progressiste des papes. Des papes réellement progressistes. Ça existe. Ça se discute. Mais là, on va dire qu'il y en a qui sont plus réactionnaires que d'autres. Voilà, c'est ça. Voilà. Et pendant près d'un siècle, en fait, officiellement, enfin plus d'un siècle, hein, de 1801 à 1905, le Concordat va régir les relations entre l'Église et l'État en France. Voilà. Et c'est pas pour rien qu'on va, alors avec la Restauration, je ne raconte pas ce que ça va donner, avec le Second Empire, ça va être encore mieux, mais là, on va s'en donner à cœur joie. Hein. Et on va arriver à la Commune. Et en fait, c'est tout ce passage entre la chute de Napoléon et la chute de Napoléon Ier et la chute de Napoléon III qui va expliquer la radicalité des prises de position de la Commune contre l'Église. Là, on va aller quand même beaucoup plus loin que 1795. 1795, on peut se dire qu'il s'agit de récupérer de l'argent. Ça fait suite finalement à la nationalisation des biens du clergé de 1789-1790. Hein, on a besoin d'argent. L'Église, elle en a de l'argent. Hein, même si elle fait la quête le dimanche auprès des plus pauvres. C'est marrant, c'est l'anti-Robin des Bois, l'Église en fait. On fait la quête au profit auprès du peuple pour enrichir encore une institution qui est déjà une des plus grandes puissances foncières de l'époque. Enfin, j'adore. On dirait une émission de BFM TV. T'es sûr? Je me suis empêché. C'est désagréable. Ça va, il n'a pas dit CNews. CNews, je sortais. Parce que tu dis la citation que tu fais. Ah oui. Ben, oui, les citations, tu m'excuseras, je ne les ai pas prises par cœur. Hein, je n'ai pas appris mon texte par cœur. Je ne m'appelle pas Pascal Pro, je ne réponds pas aux appels de CNews. Tu sais quelle est la différence entre une émission de BFM et cette réunion aujourd'hui? C'est qu'au moins, il y a un vrai historien ici dans la salle. Merci. De temps en temps, ils embauchent CBA pour faire illusion. Donc, en fait, ce qui va se passer, surtout sur la Restauration, c'est qu'on va avoir une véritable réaction royaliste et catholique. Hein, on a une confrérie qui s'appelle Chevalier de la Foi. Rien que le titre, c'est tout un programme. En fait, qui va, d'une manière plus ou moins indirecte, noyauter la Chambre des représentants. Enfin, si on peut dire que les députés sous la Restauration représentent quelque chose à part eux-mêmes, et les plus riches. Je rappelle, c'est un suffrage censitaire hein, sous la monarchie, sous la Restauration, que ce soit Louis XVIII, Charles X ou Louis-Philippe Ier. Suffrage censitaire, donc c'est le retour d'une certaine plutocratie, c'est les riches qui dirigent. Hein.
ils vont noyauter en fait l'Assemblée et faire vraiment une pression. C'est ce qu'on va appeler l'idée de la chambre introuvable. Hein. On veut avoir une... Charles X, il va vraiment appuyer là-dessus, parce qu'en plus, Charles X, hormis d'être consanguin, il est quand même assez étroit d'esprit. Il a une vision, en fait... Pardon ? Charles X, en fait, il se voit au niveau de Louis XIV. Hein. Bon, c'est la même chose en moins prestigieux. Quoi. Il va essayer, mais il est complètement en rupture avec son temps. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il va se faire balayer par la Révolution en juillet 1830. Mais à force d'être réactionnaire, il y en a qui, même la bourgeoisie qui trouve profit, lui dit c'est bon quoi. Hein, donc on va avoir la Révolution de 1830. Et là, la trahison de la bourgeoisie qui va confisquer la Révolution en disant non, mais le peuple, il ne peut pas gouverner, il n'a pas les outils intellectuels. On a toujours cette idée qui est reprise encore aujourd'hui, hein, que le petit peuple, il ne sait pas ce qui est bon pour lui, il a besoin d'être guidé. C'est très religieux comme discours. Pourquoi d'ailleurs les prêtres, on les appelle aussi des pasteurs? Le pasteur, c'est celui qui mène le troupeau. Hein. Dans la religion musulmane, la communauté des croyants, c'est la raya, le troupeau, encore une histoire. On est obligé de suivre quelqu'un, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Quoi. Et donc on va voir avec la monarchie de Juillet, on va encore un tour de force, on va construire des églises, on va dire il faut se racheter de la Révolution. Et le 28 juin 1833, on a, certains doivent la connaître, la loi Guizot, hein, qui stipule l'enseignement comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française, du calcul, le système légal des poids et mesures. C'est-à-dire qu'on met sur un même point, sur la même ligne, la religion et les sciences. Les fondamentaux. Voilà, les fondamentaux. Hein. J'ai la science qui m'explique que la religion, ça ne repose pas sur grand-chose, mais on va quand même considérer que c'est exactement la même chose aux États-Unis actuellement. Vous avez des États, quand vous faites de l'histoire, vous êtes obligé en tant que prof d'histoire d'enseigner la théorie de l'évolution et le créationnisme. Alors c'est simple, hein, théorie de l'évolution, vous avez ça de livres à lire, créationnisme, c'est plus court. Hein, en fait c'est simple. L'avantage de la religion, c'est que ça simplifie les choses. Je nuancerai. L'avantage de la religion, telle qu'elle est répandue par les institutions. Certaines religions, certains croyants ont des pensées quand même plus complexes. La preuve, ils mettent en doute la Bible ou le Coran ou la Torah. C'est mal. Donc, et on va avoir cette situation qui va durer jusqu'en 1848. Là encore, la France renoue avec le peuple français renoue avec une de ses spécialités qui s'appelle la Révolution. Rappelez-vous, hein, 1789, 1791, 1830, 1848, on aura encore 1871, on aura parce qu'on peut considérer réellement la grève des mineurs de Carbone, c'est quasiment insurrectionnel, hein, même si c'est réduit. Enfin bon, c'est la spécialité française, on aime faire la révolution. Mais là, pour une fois, la bourgeoisie ne va pas réussir à noyauter de suite la révolution et on va pouvoir installer la République. Alors, elle n'arrive pas à la noyauter tout de suite. Elle va quand même s'arranger pour la noyauter après, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Hein. Et en fait, on va avoir un consensus qui est assez rigolo, c'est que Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de son tonton, pardon, hein, le neveu de Napoléon Ier, va être à la fois bien vu par les républicains, les républicains modérés hein, aussi, et par la bourgeoisie, les monarchistes, en qui ils vont trouver un candidat probable, hein, le Parti de l'Ordre, hein, c'est eux qui s'appellent comme ça, alors le Parti de l'Ordre, c'est bien, ça rassemble, aujourd'hui, ça serait tous ceux qui sont rassemblés autour des catholiques intégristes, grosso modo. Ils vont soutenir la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte, parce qu'il apparaît comme quelqu'un qui peut rétablir l'ordre, justement, et puis aussi, parce qu'on a un grand démocrate qui s'appelle, on en parlait tout à l'heure, Adolphe Thiers. Un de mes profs d'histoire me disait qu'il fallait toujours se méfier des gens qui étaient de petite taille et qui s'appelaient Adolphe. Voilà. Et il n'avait pas tort, hein, notez. Voilà, Thiers, quand il va parler de Louis-Napoléon Bonaparte, il a des termes élogieux à son encontre en disant « c'est un crétin que l'on mènera ». Bon, sur le fait que c'est un crétin, il n'avait pas tout à fait tort non plus. Voilà. Et donc, Louis-Napoléon Bonaparte, on connaît la suite, il est élu. On va mettre en place une seconde république
qui va très vite se détacher de ses aspirations sociales et être cadenassé une fois de plus par tout ce que la France compte de conservateurs et de réactionnaires. N'oubliez pas, quand les conservateurs se sentent menacés, ils s'adressent aux réactionnaires pour conserver le pouvoir. Toute ressemblance avec une situation politique actuelle n'est absolument pas fortuite. Et en 1849, on va lancer des travaux pour comment rénover, moderniser l'éducation et l'école. Et là, donc il faut trouver un nouveau statut pour les enseignants, etc. Et là, on a encore ce grand homme, Adolphe Thiers, qui va avoir des paroles vis-à-vis des instituteurs, on ne parle pas encore de professeurs à l'époque, qu'on ferme les écoles normales, que le curé de la paroisse se charge de l'instruction primaire, aussi bien il apprendra toujours au peuple qu'il a plus besoin de moralité que de savoir. BFM TV, oui, merci. C'est quand même l'idée, et c'est quelque chose qui est encore très moderne. Il n'y a qu'à voir le contenu, comment évoluent les contenus des programmes scolaires dans l'éducation depuis, moi je dirais, je vais me contenter de ce que j'ai connu depuis 20 ans. Enfin, quand dans les programmes en lycée pro, vous supprimez en français, en histoire géo, les philosophes des Lumières, le Front populaire, les 68, on supprime même quasiment la Révolution. En fait, on la limite à des faits, à la prise de la Bastille, des grandes époques comme ça, mais le débat intellectuel, il disparaît. En français, on a vu disparaître, on avait toute une partie du programme sur l'artiste face au XXe siècle, qui a amené à avoir une réflexion sur les éléments historiques. Ça, quand vous voulez prendre le contrôle d'un peuple, il faut le rendre ignorant. Un peuple ignorant se rebelle beaucoup moins qu'un peuple qui a des connaissances. Et le grand fait, c'est qu'en 1789, en 1792, en 1830, en 1848, on a trouvé donc par une bourgeoisie lettrée qui a pris les commandes de la Révolution, avec toutes les limites intellectuelles que ça a pu porter. Mais en 1830, en 1848, ceux qui vont mener les révolutions, on a les femmes, ça il ne faut pas les oublier, souvent les femmes sont les grandes absentes, on en parlait tout à l'heure. Justement, les femmes sont les grandes absentes de l'histoire, pourtant elles ont eu un rôle majeur. C'est pas pour rien que en 92, c'est quand même les femmes qui vont récupérer le roi à Versailles et puis le ramener à Paris en lui disant maintenant tu vas faire un peu ce qu'on dit. Elles osent aller plus loin que ce qu'ont fait les hommes, bien souvent. Et en 1830-1848, on a aussi tous les ouvriers typographes, tous ces gens-là qui travaillent dans la presse, dans l'édition, et qui vont servir de relais aux idées révolutionnaires. Donc, ce sont des gens qui ont de la culture qui vont mener les révolutions. L'avantage, c'est qu'en 1830 et 1848, ils sont un peu du côté du peuple et pas du côté de la bourgeoisie, ce qui va permettre d'aller plus loin, mais qui va en même temps faire peur aux gens. Et c'est pour ça qu'il va y avoir cet acharnement de la Restauration, de la Seconde République, une fois qu'elle est passée du côté de la réaction, du Second Empire, contre l'éducation, contre la culture. Aujourd'hui c'est Macron, mais bon, ça c'est notre histoire. Voilà. Donc il y a déjà cette idée que le peuple, et ça du côté du peuple, il le sent quand on s'en prend à son intellect, à ses connaissances. Aujourd'hui il est abreuvé, il est endormi par les médias mainstream qui appartiennent à 7 personnes différentes, donc on a ce bruit de fond sempiternel, comme quoi vous avez un Éric Zemmour qui peut, je choisis bien mes sources, t'as vu, il avait fait qui déclare tranquillement qu'il faut débarrasser les Français de la politique, que la politique c'est pas un... Voilà, que c'est... Et les gens ne réagissent plus, c'est magnifique. La deuxième chose qui va permettre aussi aux communards de détester l'Église, c'est juste le rôle de l'Église sous Napoléon III. Quand il y a le coup d'État du 2 décembre 1851, à part Monseigneur Dupanloup, tous les évêques de France, Dupanloup et Monseigneur Cibourg, qui est l'archevêque de Paris, ils vont tout le clergé de France, le haut clergé, va appeler à soutenir Napoléon III. Ils vont appeler à voter oui au référendum. Forcément, on légitime le coup d'État, on légitimise la fin de la République, et on va appeler à voter oui au référendum contre le péril rouge. Donc, l'idée d'une église progressiste, ça s'éloigne encore un petit peu. Napoléon III, il va savoir remercier ses appuis. C'est une des premières mesures qu'il va prendre, c'est d'augmenter le salaire des ecclésiastiques.
du haut clergé, hein, soyons honnêtes, parce que il sait que dans le bas clergé, celui qui vit vraiment aux côtés des gens, il y en a qui sont conscients de la misère des ouvriers, etc. Et on a toujours eu cette division entre le haut clergé et le bas clergé. Hein. Regardez la guerre civile en Espagne. Hein. C'est le clergé, le bas clergé des Asturies du Pays Basque qui va soutenir les républicains avec un haut clergé qui lui soutient ouvertement Franco. Hein. Et on va avoir pendant tout ce Second Empire cette idée d'une église qui va et des courants monarchistes qui vont soutenir réellement cet État qui est réactionnaire, hein, très très dur dans un premier temps, parlant dans un second temps d'un Second Empire libéral, mais bon, la liberté elle est purement économique. Hein, quand on me parle, oui mais les libéraux ils sont pour la liberté, ouais, il s'agit de libéralisme économique. Hein, on peut toujours faire des liens entre l'histoire et le temps présent, mais l'Afrique du Sud de l'apartheid, c'était un régime libéral hein, d'un point de vue économique. Le Chili de Pinochet, c'était du libéralisme aussi. Hein. Le libéralisme économique, il s'accorde très très bien avec une dictature. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais ça va avoir quand même des vertus, parce que ça va permettre aussi à l'opinion républicaine de se radicaliser. Alors aujourd'hui, quand on dit se radicaliser, il y en a qui disent « Ah, c'est des terroristes ». Non, rappelons la citation de Marx. C'est avec Zemmour, quand même, tu valides plus hein, tu préfères hein, être radical, c'est aller à la racine des choses. Vous avez entendu, on va prendre le problème à la base. Résultat, 1869, le programme de Belleville, avec notre ami Léon Gambetta, et il dit séparation de l'Église et de l'État. Voilà. Soutenu, bien entendu, par un certain Jean Massé et une autre création qu'il y en a certains qui doivent connaître un petit peu, qui s'appelle la Ligue de l'enseignement, hein, qui existe toujours, et qui vont se battre non seulement pour une séparation de l'Église et de l'État, mais un enseignement laïque. Ce sont des choses qui sont inadmissibles, bien entendu, du côté bonapartiste, du côté monarchiste, etc. La grande bascule, on le sait, ça va être cette guerre franco-prussienne, hein, où quand Napoléon III va demander à ses généraux si l'armée française est prête, on va lui répondre qu'il ne manque pas un bouton de guêtre. C'est vrai, il ne manque pas un bouton de guêtre. Par contre, des munitions et des officiers compétents, ça oui. Mais bon, au moins ils sont beaux pour aller à la boucherie, les gars, c'est le principal. Donc, bien entendu, on connaît tous la débâcle qu'est l'armée, la guerre de 1871. Là encore, il faut tempérer. Hein. On a souvent tendance à considérer qu'en 1871 ou en 1940, l'armée française, la débâcle, elle ne s'est pas battue. Non, les soldats se battent. Le problème, c'est que quand vous n'avez pas de munitions et quand on vous donne des ordres stupides, c'est compliqué de faire front. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est souligné très rapidement par Marc Bloch. Hein. Ça, on pourrait aussi faire un truc sur Marc Bloch, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel pour son époque. La France se bat, les soldats se battent, parce que les soldats, ils se battent pour la République, ils se battent pour eux. Les officiers, finalement, une défaite, ça les arrangerait bien, parce que ça permet de garder un certain conservatisme. Donc en 1871, février 1871, après le siège de Paris, on a les élections. Entendu, hein, on connaît le résultat, c'est la victoire des monarchistes, des bonapartistes qui se font discrets un petit peu quand même. De temps en temps, ils apprennent à être discrets. Mais du côté des républicains, on va se regrouper, on va se fédérer, et ce terme de séparation des églises et de l'État, c'est un mot d'ordre dès 1871. Donc il n'est pas surprenant que les communes, quand l'insurrection de la commune éclate, oui, j'ai connu ça aussi, c'est marrant, je m'en suis servi. Voilà, vas-y, fais circuler, hein, on va avoir cette décision qui va être prise très rapidement. Hein. Il ne faut pas oublier que dans l'intervalle, l'Église aussi, elle a pris position. Hein. En 1800, c'est des encycliques. Diu Satis, ça dénonce la Révolution française, c'est une hérésie, il faut... Hein, le seul gouvernement, c'est le gouvernement de Dieu. Hein. 1829, Traditi Humilitati, hein, là, Pie VII, il dit les attaques contre l'Église de la part des libres penseurs, c'est pas bien. Alors, la libre pensée, je ne sais pas si elle existait déjà à l'époque, mais bon, le courant de libre penseur était déjà... on peut être fier d'être les héritiers d'une tradition séculaire, quand même. Nos ancêtres ont écrit l'histoire de France aussi à leur manière. En 1832-1834,
Mirarivos et Singularinos, c'est bien, qui condamnent le catholicisme social, c'est-à-dire dès que l'Église, il y a une petite branche qui essaye d'être un petit peu plus progressiste, bam, on lui tape dessus. Et enfin, 1864, Pantacura, et là c'est Pie IX qui condamne le laïcisme et l'anticléricalisme. Ce sont des outrages à la société et à la bonne morale. Voilà. Vous comprenez qu'avec de tels arguments, les communards, là, ils sont copains avec l'Église. Hein. Donc, c'est pas pour rien que d'un côté, on va avoir, quand le 18 mars, l'insurrection éclate, on va avoir d'un côté les communards, avec tout ce que ça... Tout le panel politique que ça comporte. Hein. On ne peut pas faire le portrait du communard, ça n'existe pas. Chez les communards, vous avez des républicains qui sont plus ou moins modérés, vous avez des anarchistes, vous avez un peu tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est la volonté commune de progresser vers la liberté et vraiment vers un gouvernement du peuple. Qui s'entend, ce que Marx appellera plus tard, en fait, c'est le prolétariat, hein, que le peuple pour les communards, hein, ça y va, c'est la bourgeoisie. Et d'ailleurs, la bourgeoisie ne s'y trompe pas, parce que les bourgeois, la noblesse, les grands hommes d'affaires, etc., ils vont tous se regrouper autour de Thiers. Thiers, on prend appui sur l'Église. Voilà, donc c'est... Et donc l'insurrection commence le 18 mars. Le 3 avril, 2 semaines plus tard, c'est les décrets de la Commune, ce que Henri faisait circuler. Hein, alors c'est publié au journal officiel le 3 avril et la loi est votée le 2, enfin le jour d'avant. D'ailleurs, c'est le rapporteur qui va présenter le projet à la commune. Je sais pas, vous connaissez tous son nom à Marseille, il s'appelle Félix Piat. Oui. Voilà. On voit aujourd'hui à quoi correspond son nom, ça fait un peu mal au cœur. C'est Félix Piat qui va présenter le projet. Et ce qui est assez surprenant, alors peut-être qu'à l'époque il nous fait une crise d'adolescence, Félix Piat, parce qu'en fait il est en réaction, hein, il est fils d'un officier légitimiste. Et il va devenir communard, comme quoi des fois c'est bien de ne pas écouter papa. Donc les décrets de la commune, hein, c'est... Ce qui est intéressant, en fait, c'est pas tant les articles. Les articles, il y en a 4, hein, l'Église est séparée de l'État, le budget des cultes est supprimé, on prend les biens de l'Église, voilà. Ça, c'est du standard, c'est simple, c'est clair, c'est net, précis, on ne s'embarrasse pas, l'Église, elle disparaît. Si elle veut vivre, elle se débrouille toute seule. Ce qui est important, en fait, c'est la présentation des textes de loi dans les attendus. Considérant que le premier des principes de la République est la liberté, considérant que la liberté de conscience est la première des libertés, considérant que le budget des cultes est contraire au principe puisqu'il impose les citoyens contre leur propre foi, considérant en fait que le clergé a été le complice des crimes de la monarchie contre la liberté. C'est-à-dire que la commune considère que l'Église, il ne peut pas y avoir de liberté avec une Église qui est au pouvoir. Et ce qui est symptomatique, c'est la liberté de conscience, c'est la première des libertés. Du moment où je peux penser ce que je veux, je peux me construire comme je veux et devenir réellement un citoyen actif de sa propre existence. C'est l'idéal libertaire. C'est l'idéal libertaire. Hein, là, on voit très nettement les influences des libertaires, les influences aussi de tous ces socialistes utopiques qui ont pour but de... Et c'est très rabelaisien, fais ce que voudra finalement. Hein, c'est soit maître de ta destinée. C'est toujours l'histoire de cette confrontation. Rabelais avait été honni par l'Église en son époque, mais sa pensée perdure. Et elle perdure auprès de qui? Auprès de gens qui sont eux aussi honnis par l'Église. Et qui rendent bien à l'Église de cette détestation. On a l'idée là que la commune aussi, elle va saisir les biens de l'Église, mais non pas comme ça a été fait pendant la première Révolution française, dans le but de les revendre aux riches, finalement. Hein. Ce qui marque bien le côté bourgeois de la Révolution de 1789. Hein. C'est avant tout des questions financières qui vont préoccuper la bourgeoisie. Non, en 1871, on va confisquer les biens de l'Église pour financer la politique sociale. C'est un peu comme si on décidait de taxer les 115 plus grandes fortunes de France pour réduire les impôts des autres. C'est une idée comme ça en l'air, je ne sais pas. Ouais. Henri va finir par croire que je fais du mauvais esprit. Voilà.
Et on a plein de témoignages, finalement. C'est un véritable enthousiasme pendant la Commune. C'est peut-être à ce moment-là où cette loi de séparation de l'Église et de l'État, tellement elle est radicale, elle va susciter le plus d'enthousiasme dans le peuple. On a le 23 avril, le docteur Roussel qui témoigne que dès que le 3 avril, au journal officiel, on proclame cette séparation de l'Église et de l'État, il dit il va prendre une décision. Alors, il est responsable des services de santé de la commune, le docteur Roussel. C'est quand même quelqu'un qui a de l'importance. Il va décréter que, considérant que la commune a décrété la séparation de l'État, de l'Église et de l'État, et que d'autre part, il importe de laisser toute liberté à chaque citoyen de vivre et de mourir selon sa croyance, s'il en a une, j'ai fait enlever des salles d'ambulance tout insigne religieux, de n'importe quel culte. J'en ai interdit l'entrée aux membres de toute secte ou corporation religieuse, tout en procurant immédiatement aux blessés qui en feraient la demande la visite du ministre de sa religion, curé, pasteur, pope ou rabbin. J'ai surtout eu soin d'écarter des blessés ces visites fatigantes des gens qui, sous prétexte de religion, viennent démoraliser les blessés et ajouter aux souffrances physiques des tortures morales, abusant de la dépression de toutes leurs facultés pour leur arracher une faiblesse, leur faisant un crime du grand combat soutenu au nom du droit et de la République universelle. Hein, c'est beau, hein? J'aime bien. On considère directement que la religion, c'est une torture morale. C'est vrai, c'est bien, non? Voilà, c'est dire l'enthousiasme. Les gars, ils n'attendent pas. Je vous rappelle qu'à l'époque, qui travaille dans les salles de soins? Vous avez 90% de religieux. Et on va leur dire, maintenant c'est bon, quoi. Si vous voulez venir soigner, continuer à soigner, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus, mais sans la cornette. Oui, je dis sans la cornette parce que, on ne va pas se mentir, hein, ce sont plus des femmes que des hommes. Hein, c'est d'ailleurs quelque chose qui est de symptomatique. Je fais encore un petit aparté féministe. C'est quand on regarde dans les représentations du 19e siècle, les possibilités de carrière qui sont offertes aux femmes, elles sont toujours dans une position de servante. Elles ne vont pas être médecins, elles vont être infirmières. Elles ne vont pas être commerçantes, elles vont être caissières. On est toujours dans l'idée qu'elles doivent aider l'homme. Finalement, si on regarde aujourd'hui, ben, vous avez toujours plus d'hommes qui sont que de femmes chez les médecins. Vous avez toujours dans les... quand on prend dans les hautes sphères, hein, si on regarde, c'est quelque chose qui est symptomatique. On prend le monde de la cuisine. S'il s'agit de faire la cocotte à la maison, on considère encore que c'est la société, hein, que c'est une tâche essentiellement féminine. Quand on tombe dans la gastronomie, et ça commence à devenir difficile de trouver des femmes. Il y en a de plus en plus, preuve que les choses évoluent, mais ça reste quand même... Donc voilà, quoi, on a quand même cette idée que vraiment, que les religions sont néfastes. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand le docteur Roussel parle de religion, voilà, c'est une des premières fois, on voit traiter à égalité curé, pasteur, pope ou rabbin. Voilà, je mets les 4 grandes religions présentes sur le territoire national à l'époque. On ne parle pas des imams, parce qu'à l'époque, la religion musulmane est quand même très très peu présente. Il y a des musulmans en France, mais bon, il y en a depuis le 9e siècle. Là, on en a trouvé des traces du côté de Montpellier sur des tombes il y a quelques années déjà. Mais d'une manière générale, le culte musulman est très anecdotique en France à cette époque-là. Mais là, c'est encore une attaque contre l'Église. Hein, de dire qu'un curé, un pasteur, un pope ou un rabbin, on est mis à égalité, c'est ne pas reconnaître le rôle traditionnel de l'Église dans la société française. C'est une attaque supplémentaire, elle est discrète, mais elle est très bien faite, elle est très efficace. On va aussi avoir l'idée que la commune doit assurer l'éducation des enfants. Et on va revenir sur un truc qui avait été super pendant le Second Empire, Seconde République, Second Empire, c'est la loi Famille. On va revenir sur cette idée que l'école doit être gérée par les religieux. On va voir l'émergence d'une société qui s'appelle l'éducation nouvelle, et qui va dire, on n'a rien contre l'éducation religieuse, c'est le rôle de la famille. L'école, elle doit apporter la science à la population. Elle doit apprendre à lire, à écrire, elle doit donner des rudiments d'histoire, de géographie, apprendre finalement à penser le monde, à l'analyser. Si on doit y rajouter des croyances,
on le fait, c'est à la maison, ce qui permet à l'école d'avoir une dimension universaliste, finalement. Si j'ai une école religieuse, avec une religion, finalement, je limite la place de l'individu en tant que tel. Je ne peux pas permettre à l'individu de penser par lui-même si je lui impose un dogme. C'est quelque chose qui, malheureusement, il faut y faire gaffe, parce que dans la situation actuelle, la liberté pédagogique de l'enseignant, elle est largement remise en cause, et c'est quelque chose qui peut être inquiétant, quoi. Voilà. Et ça va avoir des répercussions immédiates, hein, par contre, de ce point de vue, de cette demande de l'éducation nouvelle. Vous avez le délégué à l'instruction du 17e arrondissement de Paris, Jean Rama, encore un nom qui est connu, hein, aussi, c'est marrant, on trouve toujours les mêmes. Lui va imposer la méthode scientifique. Le créationnisme exit. On va commencer à penser le monde d'une autre façon à l'école. Alors, bien entendu, hein, l'impact à long terme des décisions de la commune, ça va être très restreint, parce que forcément, la commune, ça dure pas, à mon goût, ça ne dure pas assez longtemps. Voilà. Mais il va y avoir quand même des prises de position, il va y avoir des tentatives. D'ailleurs, ce qui est symptomatique, c'est qu'il y avait déjà des tentatives avant. C'est, par exemple, Charles-Élie Ducoudray, c'est le maire du 14e arrondissement de Paris, qui, en 1870, avait déjà pris des mesures pour assurer un enseignement laïque et gratuit. Parce que si je mets en place un enseignement laïque, mais que l'accès de mon école reste payant, je limite la possibilité de diffuser la science, l'éducation auprès des classes populaires. Voilà, pendant la commune, il va avoir une action avec Maria Verdure, qui est une des membres de la société L'Éducation Nouvelle dont je parlais précédemment. Et eux, ils vont avoir une autre idée qui est vraiment révolutionnaire à l'époque, c'est la création de crèches. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Je vais avoir des crèches qui vont permettre de sociabiliser les enfants, qui vont leur permettre d'apprendre des choses. Honnêtement, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'accueillir, de prendre en charge, dans mon lycée, une UPE2A, avec des élèves, c'est pour les élèves étrangers. Et ça m'a permis de prendre conscience d'une chose, c'est du rôle fondamental de la crèche et de la maternelle dans l'éveil des enfants. Quand vous vous retrouvez avec des gamins de 16-17 ans qui ne savent pas faire une boucle avec un crayon, parce qu'ils n'ont jamais tenu un stylo, parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de le faire, qu'ils n'ont jamais tenu une paire de ciseaux, des choses comme ça, vous vous rendez compte de toute l'importance. Et c'est en ça que vraiment ça va être révolutionnaire. Faire des activités manuelles à des enfants, les sociabiliser, c'est déjà préparer leur accès à l'éducation future. Donc voilà, et ça fait partie vraiment des héritages que nous devons à la commune. Parce que l'idée, elle va être reprise plus tard. Ensuite, voilà, bon, bien entendu, il va y avoir un gros problème à la commune, c'est non seulement la courte durée de l'expérience communarde, hein, mais aussi le manque de personnel. Comme je disais, dans les services de santé, on a beaucoup de gens, on en a beaucoup qui sont des ecclésiastiques et qui vont dans un premier temps fuir. Mais pour autant, la commune ne va pas leur empêcher de venir. Hein. Elle va même les solliciter, mais ça va être très compliqué, quoi, hein. Et on va avoir, suite à l'écrasement de la commune, véritablement une période de réaction. Je rappelle que le nombre de morts de la commune, c'est toujours un grand mystère. Certains historiens, les plus conservateurs, parlent de 3 à 4 000 morts. Camille Pelletan, pourtant il fait son décompte très rapidement, lui il a plus de 30 000. Pourquoi? Mais parce que vous avez certains historiens qui se contentent d'enregistrer les inhumations officielles. Camille Pelletan, lui, va bien entendu compter les inhumations, mais il va faire aussi une estimation du nombre de corps qu'on n'a pas retrouvés. Voilà, donc, pourquoi? Parce qu'il y a des cadavres qui ont été jetés dans la Seine, il y a des cadavres qui ont brûlé dans les incendies, il y a... Enfin, voilà, c'était... Et puis, il ne faut pas oublier, il y a des Versaillais, à un moment, ils se sont retrouvés un peu en peine d'inhumer les cadavres à Paris, c'est beaucoup plus
place dans les cimetières. Donc on a inhumé en dehors de Paris. Et là, on a fait, il y a une confusion au niveau des nombres entre ceux qui, les morts de la commune, enterrés en banlieue, et puis les morts de la banlieue. Là, c'est difficile de faire. Donc Camille Pelletan, il fait une estimation de 30 000 morts. Toujours est-il qu'il y a quand même un historien, je ne me rappelle plus son nom, je n'ai pas réussi à le retrouver, qui dit que si on arrête les exécutions, à un moment donné, pour la commune, c'est tout simplement parce que le réseau d'égouts de la ville de Paris est saturé de sang. On égorge, on massacre, mais pendant des jours et des jours. Il y en a qui disent que quand on fusille quelqu'un, oui, c'est une exécution propre et rapide. Il ne faut pas oublier que quand on fusille quelqu'un, on met un petit... Hein, tiens, j'ai mis au bon endroit là. on met une petite cocarde rouge pour indiquer au peloton où il doit viser. Et vous avez 10 mecs qui visent en même temps au même endroit. Oui. En général, vous avez un trou de la taille d'un point. Il y a un peu de sang qui coule. Voilà. Donc voilà, imaginez-vous, même si je fusille 10 000 personnes, le nombre de litres de sang qui se déverse dans les rues de Paris. Ça, c'est pour ceux qui meurent fusillés. Il y a ceux qui meurent dans les combats, il y a les blessés, il y a tout un tas de choses. Hein. Donc voilà, on va... Et la brutalité de la répression, c'est aussi annonciateur de la brutalité de la réaction politique qu'il va y avoir par la suite. Parce que quand on procède ensuite à la mise en place de la République, il faudra attendre quelques années avant qu'il y ait des lois. Il n'y a même pas vraiment de constitution, il y a des lois constitutionnelles qui vont être votées ultérieurement, en 1975. Mais voilà, on va avoir vraiment cette idée qu'il faut châtier la commune, il faut expier. Ce qui amène à la création d'un des plus beaux monuments de Paris qu'on lui tourne le dos, qui est le Sacré-Cœur. Vous savez que c'est du Sacré-Cœur qu'on a le plus beau point de vue sur Paris. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne vient pas. Elle n'est pas de moi. Hein, voilà. Alors, bien entendu, et on va prendre prétexte du fait que la commune a fusillé 22 prêtres pour pouvoir faire expier. Déjà, on va faire expier la commune de deux manières, dès le début de la Troisième République. D'une part, avec le Sacré-Cœur, on va le construire à Montmartre, c'est-à-dire de là où est partie l'insurrection. Et puis aussi, et là il y a un petit aspect pratique parce que ça nous donne des repères dans les campagnes, on va couvrir la France de croix et de calvaire. Si vous allez, hein, moi je vois à Miramas, et si vous regardez, hein, bien entendu, bien souvent vous avez la date, ça date entre 1871 et 1875-1876. On va vouloir rechristianiser la France et essayer de racheter l'âme du pays. Voilà. On a tué les communards, par contre on n'aura pas tué ces idéaux, parce que les idéaux, malgré tout, ils vont perdurer. Ils vont perdurer parce que l'espoir est entretenu aussi, la tradition va être, comment dire, perpétuée par la tradition populaire. Essentiellement par la voie des chansons. Hein. Dans les années 1880, on va avoir, comment ça s'appelle, Taxil, Léon Taxil, qui va écrire la chanson La Marseillaise de la commune, hein, qui appelle les gens, pardon, la Marseillaise anticléricale, je faisais une confusion, qui va appeler justement les gens à aller voter contre l'Église. C'est sympa, hein, en disant, si vous voulez la République, il faut avoir l'Église. Donc on va avoir, pendant quelques années, pendant une dizaine d'années, un gouvernement extrêmement réactionnaire, avec dans un premier temps à la tête de ce gouvernement notre bon Adolphe Thiers, qui décidément bouffe à tous les râteliers. Hein. Et il va tenter, Thiers, pas seulement lui, hein, puisqu'on va avoir ensuite, on va avoir Marc Mahon, on va avoir De Breuil, qui vont essayer de remettre en place la monarchie. Les gars, ils se font élire par la République pour... la fin. Vous savez, à partir d'un certain âge, vous aimez avoir des heures fixes pour Oui, d'accord, je sais qu'il n'est pas seul dans ce cas-là. Le tout, c'est de savoir à quel âge ça commence. Donc, et ils vont tenter de restaurer la monarchie, quoi, faire une troisième restauration. Et là, franchement, la République, elle a de la chance. C'est la nullité des prétendants au trône.
Voilà, hein, c'est... Voilà. Ça ne parle pas du tout d'aujourd'hui non plus. Non. Il est quand même pervers, hein, ce garçon. Il essaye de me faire dire ce que je ne pense pas. Voilà, c'est donc... lorsque MacMahon est investi président, hein, il a un petit discours dans lequel il montre tout son attachement à la liberté de conscience, avec l'aide de Dieu, le dévouement de notre armée, l'appui de tous les honnêtes gens, la définition est à préciser, nous continuerons l'œuvre de libération de notre territoire. Là, il parle un peu du fait qu'il y a un peu les Allemands qui sont encore encore en France, et le rétablissement de l'ordre moral dans notre pays. Ça, c'est le 25 mai 1873. C'est tout un programme. Voilà, hein, donc, on va mettre en place, on va tenter de remettre en place une troisième restauration. Hein. Je rappelle, la première restauration, c'est la famille directe de notre ami Louis XVI, avec Louis Louis XVIII et Charles X. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il faut noter quand même, Louis XVIII qui réussit un exploit, c'est le dernier roi à mourir en exercice. Tous les autres, ils se font dégommer avant, quoi. Et puis ensuite, la deuxième restauration, c'est Louis-Philippe Ier. Donc la troisième restauration devrait être Henri V. Henri V, c'est-à-dire Henri-Charles Ferdinand Marie Dieudonné d'Artois. C'est un joli prénom. On sent la modestie déjà derrière ça. Ce qui se fait appeler le comte de Chambord, parce que c'est mieux, c'est plus pompeux. Et là, par contre, il va avoir des exigences sur un point fondamental. Et c'est sur cette question-là que la restauration va échouer, la couleur du drapeau. Là, on a un fin politique. Hein, et il va déclarer, français, Henri V ne peut abandonner le drapeau de Henri IV. Alors les Français vont lui dire, on va abandonner Henri V. Voilà. En fait, il se discrédite tout seul, quoi. Le gars, c'est simple, il n'a même pas besoin d'être combattu pour les Républicains, il a juste à parler, il fait le travail tout seul. Oui, ça rappelle aussi les choses actuelles, d'accord. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, comme ils sont soutenus par les médias, ces gens qui sont nuls, ça marche. C'est ça qui est le pire. Voilà, alors, ce qui amène quand même une chose, hein, c'est que quand les républicains prennent le pouvoir petit à petit, hein, c'est essentiellement autour des années 1878-1879, il commence à y avoir de plus en plus de républicains à l'Assemblée. Et puis, bon, tous les candidats successifs à la Restauration ils se discréditent. Finalement, même les bonapartistes, ils se disent non, mais Chambord, on ne peut pas. Et puis en plus, les bonapartistes vont regarder travers les orléanistes, qui vont regarder travers les légitimistes. Enfin, tous ces gens-là vont faciliter la tâche aux républicains. Hein, en se tapant dessus, on ne va pas s'en plaindre, pour une fois qu'ils font le boulot eux-mêmes. Donc il n'y aura pas besoin de nouveaux bains de sang, finalement, pour arriver à la victoire progressive de la République. Et le premier angle d'attaque, finalement, pour la séparation de l'Église et d'État, c'est l'école. Si je veux avoir des citoyens qui soient des républicains, il faut commencer tôt, et il faut créer une école laïque, gratuite et obligatoire. Hein, c'est les lois Jules Ferry. Il faut aussi avoir en tête qu'en 1879, avant les lois Ferry, il y a un petit événement qui peut paraître un peu anecdotique comme ça, mais qui finalement est révélateur de la dimension que va prendre le combat pour l'école, qui est un combat qu'il faudrait à nouveau mener aujourd'hui. C'est la création d'une école normale supérieure féminine à Sèvres et la création d'une agrégation féminine. C'est-à-dire que je vais pour la première fois reconnaître la capacité des femmes à faire autre chose qu'à s'occuper des enfants. Si je fais l'agrégation, c'est que je vais leur confier des filles bien entendu, hein, parce qu'on n'est pas encore pour la mixité, mais c'est déjà quelque chose d'assez parlant. Donc l'école, c'est vraiment le premier axe de combat de la République contre l'influence de l'Église. Je vous laisse imaginer la réaction de l'Église, hein, l'école sans Dieu, mon Dieu, c'est l'effondrement moral de la France, etc. Le deuxième axe, qui est un peu paradoxal et qui est moins glorieux, c'est que
aussi pour éviter d'avoir trop de religieux désœuvrés sur les bras en France, je vais développer la politique coloniale. Et en fait, je vais lier l'idée que la mission civilisatrice de la République, elle peut aussi passer par l'Église, c'est pas mal, hein, puis ça m'évite de les avoir en métropole. Hein. Donc on a quand même... Il y a un lien entre les deux, hein, entre la politique scolaire et la politique coloniale, il s'appelle Jules Ferry. Voilà. Jules Ferry qui développe l'idée d'une école laïque, il n'a rien contre le fait que les curés aillent évangéliser les sauvages, parce que de toute façon c'est au moins déjà leur donner de la civilisation. Hein, donc on a quand même tout un passif quand même qui va se lier. Mais petit à petit, on va avoir l'idée que la République va s'ancrer. Et en s'ancrant, la République, ben, on va avoir de plus en plus de républicains. Mais paradoxalement, entre les années 1880 et 1899, on va s'en tenir là, l'école et la colonisation. Et en fait, ce qui va être le déclencheur du renouveau du combat de la République pour la séparation de l'Église et de l'État, c'est l'affaire Dreyfus. Voilà. Il va y avoir un tel déchaînement de haine, d'antisémitisme, d'attaque. L'Église va se montrer tellement réactionnaire que du côté des républicains, on va se dire, non c'est bon maintenant, on avait déjà identifié notre ennemi, l'école, la colonisation ça ne suffit pas, maintenant il faut vraiment couper le cordon ombilical. Il faut vraiment que l'Église ne s'occupe que d'une chose, de ce qui se passe dans ces îles. Parce que la religion, c'est la phrase de Victor Hugo, hein, les curés à l'Église et la République chez elle. Voilà. Et la place de la République, c'est partout, sauf dans les lieux de culte. Et donc vraiment, c'est grâce à l'extrême droite que, bah, oui, de temps en temps, ils sont utiles. Hein. Non, mais c'est grâce, en fait, c'est la violence des attaques de l'extrême droite contre Dreyfus, leur volonté farouche de soutenir le coupable parce qu'il est militaire, parce qu'il est catholique, parce que c'est un noble, hein, qu'il incarne ce qu'est la France, alors que l'autre c'est qu'un petit juif, machin, que c'est forcément un traître. C'est vraiment ça qui va en fait radicaliser encore une fois l'attitude des républicains. Et en 1899, là, on retrouve encore des noms connus. Hein, Waldeck-Rousseau, ouais. Ça parle un petit peu, qui va former un cabinet de défense républicaine. Et il va avoir une première attaque, c'est la loi de 1901 sur la liberté d'association. Parce qu'il va déclarer que, en fait, ils vont déclarer que tout le monde peut monter une association, qu'on est libre, sauf les congrégations religieuses, qui, elles, doivent systématiquement passer par une loi d'autorisation. Et c'est très facile de refuser ensuite. Ah ouais. Et puis on va aller un petit peu plus loin. Le congrégationnisme dans l'enseignement, petit à petit, ben, en fait, on va les refuser, puis on va éjecter les congrégations de l'enseignement, on va même, pour certaines, qui n'auront pas fait leur demande d'autorisation, qui ne l'auront pas obtenue, leur interdire d'être présentes sur le territoire. Bon, alors on ne leur interdit pas d'entrer dans les colonies non plus, hein, toujours, il faut savoir... on revient un petit peu à l'idée de 1795, parce que Waldeck-Rousseau, il est républicain, certes, c'est pas non plus le plus grand radical, hein, il est républicain, mais il veut aussi la paix civile. Mais ça ne va pas durer très longtemps, en fait, ce passage de Waldeck-Rousseau, même si cette loi de 1901, elle est extrêmement importante. C'est un petit peu après que ça va être sympa, avec l'arrivée de quelqu'un que j'apprécie énormément, qui s'appelle Émile Combes. Et lui, il déteste les curés. Et il peut les détester avec raison, parce que c'est un ancien séminariste. Donc il a vu de l'intérieur, quoi, le ventre de la bête. Hein. La petite référence à Brecht, au passage. Et lui, il va y aller, il va mettre le paquet. Et il veut une décision nette, claire et précise, la séparation définitive de l'Église et de l'État. Et ce qui va lui permettre réellement de lancer la politique, c'est la visite d'Émile Loubet à Rome. Alors ça a l'air de rien, une visite officielle comme ça, etc. Si ce n'est qu'Émile Loubet, il va reconnaître le droit au roi italien
d'avoir sa capitale à Rome. Le problème, c'est que traditionnellement, Rome, c'est la ville du pape. Et le pape, il ne va pas apprécier du tout. Alors là, pas du tout. Résultat, rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican. C'est fabuleux. Le concordat tombe. Et là, je vais pouvoir enfin lancer la mécanique. Alors par contre, il y a un petit problème, c'est que Combes il fait peur. Pas moi. Hein. Mais en fait, il est tellement radical dans sa quête de la République qu'il va charger, c'est le général André, de faire un petit fichier sur les pratiques religieuses des hauts fonctionnaires et des officiers dans l'armée. Et ça, quand ça va se savoir, ça fait un peu désordre. Donc malheureusement, on dit à Combes, non, c'est fini pour toi, Coco. Bon, c'est un autre républicain qui prend la relève, Aristide Briand. Et en fait, Aristide Briand, il a... T'inquiète pas, tu vois, on a fini. Aristide Briand, qui a une figure quand même plus rassurante, il va être plus consensuel, et lui va pouvoir faire passer cette loi qui aurait braqué définitivement bon nombre de Français. En fait, il a cette inquiétude, Aristide Briand, il se dit, si on rentre trop dans le tas, j'ai encore des régions, hein, faut pas croire, vous allez encore aujourd'hui dans la Mayenne ou dans la Sarthe, on vote curé encore, hein, encore de nos jours. Hein. Les Sartois, c'est du bas de plafond, hein. Je suis bien placé à genoux au Mans. Donc, non, je critique, je viens du Mans, hein, vous inquiétez pas, je suis les Sartois, mais j'en suis un. Mais pourquoi on a tous des parts. Mais voilà, donc il va pouvoir aller plus délicatement, il va être un peu plus consensuel, un peu plus délicat, et il arrive à cette grande date du 9 décembre 1905, où il va pouvoir enfin arriver à cette séparation de l'Église et de l'État. 40 articles, mais finalement, il y en a vraiment deux qui sont intéressants. L'article 1, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. On reprend le principe de 1795, hein, voilà, je reconnais à chacun la liberté de faire ce qu'il veut. Et l'article suivant, la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Et je fais ainsi de la religion une affaire strictement privée. Alors, on met une petite nuance dans cet article 2, puisqu'on prévoit des services d'aumônerie dans certains lieux publics, établissements fermés. C'est-à-dire essentiellement les prisons, les casernes, mais aussi les internats dans les écoles. Dans les hôpitaux, bien entendu, mais aussi dans les écoles. En fait, en faisant ça, ça lui permet de dire, vous voyez, la religion, l'État ne reconnaît plus la religion, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais on laisse à la religion la possibilité de continuer à être présent pour ceux qui en exprimeraient le besoin. Il y a quelques années, quand j'étais dans un lycée à Istres, justement, l'aumônier catholique avait demandé la mise à disposition d'une salle pour les élèves internes. Il est venu une fois, il a été très seul. Il n'a pas renouvelé l'expérience. Sachez qu'aujourd'hui encore, par contre, il est impossible pour un conseil d'administration de s'opposer à la venue d'un aumônier. Ah bon? Oui, quand il y a des dortoirs. Oui, parce que en fait, on considère que c'est une forme de lieu de privation de liberté, puisque les élèves sont obligés de rester à l'internat le soir. Ils ne peuvent pas sortir. Voilà. C'est une forme de privation de liberté. D'ailleurs, l'inspection du contrôle des lieux de privation de liberté peut aussi passer dans les internats des écoles. C'est pour voir comment ça se passe. On met en place le principe d'association cultuelle chargée de gérer les biens du clergé. Mais pour ça, il faut faire des inventaires. Et c'est là, quelque part, que va se trouver la résistance. C'est que il va y avoir une crise lors des inventaires, on va avoir des oppositions qui peuvent être extrêmement violentes, parce que les gens ne veulent pas, et ont peur que la République vienne leur voler leur trésor. Soyons honnêtes, ils n'ont peut-être pas tout à fait tort. Mais bon, une fois qu'on va aller chercher l'argent chez les plus riches, ça marche rarement, en fait. C'est un cercle vicieux. Et là, en fait, l'intelligence de Briand, ça va être de lever le pied
disant ok, on va reporter les inventaires, et finalement ces inventaires n'auront jamais lieu. Mais l'essentiel quand même, il est là. C'est qu'une fois que la République a pu s'établir, se renforcer par l'école, elle a pu établir de manière plus ou moins définitive cette séparation des églises, et j'insiste sur la séparation des églises. Parce que ce n'est pas uniquement l'église catholique qui est visée, ce sont l'ensemble des religions organisées qui n'ont plus de représentation d'existence officielle. Alors très longtemps, et ça date depuis 1795, les ultra-cléricaux, ils vont dénoncer toujours les mêmes personnes. Ça va être les protestants. En 1789, il y a 14 protestants dans l'Assemblée nationale qui va voter la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On va accuser les francs-maçons. Alors il est vrai que les francs-maçons, ils ont largement œuvré pour la République, mais non pas dans un but affairiste, simplement parce qu'ils y voyaient le moyen aussi d'y gagner de la liberté. On va toujours trouver les mêmes, hein, et encore quand vous regardez aujourd'hui, hein, l'extrême droite se déchaîne contre qui? Alors aujourd'hui c'est plus les protestants, c'est les musulmans, il faut savoir vivre avec son époque. Mais la franc-maçonnerie, dans les années 1940, on a sorti le complot judéo-maçonnique, et le gouvernement de Pétain revient sur cette séparation des églises et de l'État. Hein. Mais on va toujours associer une religion. 18e siècle, c'est les protestants, 19e siècle, c'est les juifs, 21e siècle, c'est les musulmans, et les francs-maçons. Voilà. Donc, l'Église va protester, on va encore avoir une encyclique, Vehem Internos, hein, machin, la séparation de l'Église et l'État, c'est immoral. Il va y avoir une dernière concession de la République qui va venir un peu a posteriori. C'est la reconnaissance du fait que dans certains départements, pour des raisons spécifiques, la séparation de l'Église et de l'État ne s'applique pas. Les deux départements alsaciens et la Moselle, hein, ils étaient occupés en 1905 quand la loi est passée. Ça a été un traumatisme. On ne va pas les embêter avec ça. C'est surtout qu'en fait, constitutionnellement, il faut passer par un référendum et on ne veut pas prendre le risque de le perdre. Et on va aussi avoir en 1936, avant la victoire du Front populaire, l'idée que ouais, dans les colonies outre-mer, on peut quand même laisser encore l'idée que dans les colonies, c'est bien de civiliser les sauvages par la religion. Aujourd'hui encore, on peut quand même s'inquiéter parce que, on l'a bien vu, hein, l'histoire de la séparation de l'Église et de l'État, la construction du nouveau collège à Marseille, hein, qui est un collège privé catholique, le financement public de la venue du pape à Marseille et à Ajaccio. Hein, on a l'impression qu'on nous dit, oui, mais c'est un chef d'État. Moi, je ne sais pas, hein, j'ai jamais vu le président de la République française, normalement, célébrer une messe, enfin, en tant qu'officiant. On l'a eu en tant que croyant, ce qui est déjà un scandale. Rappelez-vous que lors de son élection, Emmanuel Macron a couru ventre à terre pour aller se faire ordonner chanoine de Latran. Voilà, donc la République, oui, il y a une séparation des lois de l'Église, enfin, il y a une loi de séparation de l'Église et de l'État, ça, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on vit sous ce régime-là, mais l'actualité nous montre quand même que c'est comme toutes les lois, c'est comme toutes les victoires pour la liberté. Si on ne se bat pas pour les préserver, vous avez toujours des gens qui viendront pour les contester. Et en disant ça, je pense bien entendu à la loi de séparation de l'Église et de l'État, mais je pense aussi à la loi pour l'IVG, qui est constamment remise en cause par l'extrême droite. Et on peut fortement s'inquiéter pour elle, parce que même si elle a été constitutionnalisée, le fait que notre ministre de l'Intérieur, dont la légitimité est toute relative, hein, Benoît Retailleau, soit allé louer les mérites de l'association Némésis, c'est quelque chose qui, honnêtement, c'est très très inquiétant. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, chers camarades, comme idée de tradition, si l'une, l'autre souhaite prendre la parole, je vous la donne volontiers. Après, vous avez tout votre temps, ça dépend à quelle heure vous voulez manger. Contrairement à un je peux attendre encore un peu. Qui souhaite prendre la parole, Michel, s'il vous plaît, je vous demande d'avoir la civilité de ne pas faire trop de bruit pendant que d'autres interviennent. Oui, moi je voulais
dire qu'un des moments aussi du combat contre l'emprise de l'Église, après 1870, c'était la question des enterrements civils. Et ça a été une sacrée bataille. On l'a vu. Alors, je sais que le Louise Michel, sur son corbillard, on l'a dit il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas de croix. Elle a fait mettre il y a eu une pensée qui était sur son corbillard. Et je pense que c'est à noter pour nous. Hein. Et la deuxième chose, à Marseille, quand Esquiros a été enterré, qui était un homme qui, à l'époque, était très connu, c'était toute une bataille pour qu'il puisse être inhumé dans le cimetière Saint-Pierre. Et ils ont, je crois qu'il y a eu une combine, je ne me souviens plus laquelle, pour que ça puisse se faire. Voilà. Mais ça a été les enterrements civils, et il y a eu plusieurs cas comme ça. Et c'était, voilà, je pense que ça a été un élément important aussi. Très bien, merci Michel. D'autres interventions? Oui, Michel aussi. Excusez-moi, il s'appelle tous Michel ou Michel. J'ai entendu récemment un débat à la radio, j'ai oublié le nom de l'intervenant, et qui proposait d'aller plus loin dans la loi que la loi 1905, en déclarant la France une république laïque et athée. Donc je trouvais ça vraiment, moi j'avais jamais pensé, et est-ce qu'il y a des réflexions dans ce sens? Alors je m'auto-inscris. Et oui, il y a des réflexions, c'est-à-dire que nous sommes, comment dirais-je, férocement contre cette idée. Parce que personnellement, je suis tout à fait athée, complètement, mais c'est une prise de position sur la pensée des gens. La République islamique d'Iran me fait vomir, un État athée me fait vomir pareillement. Ça relève de la liberté de conscience du citoyen. Les options religieuses, spirituelles, philosophiques, enfin bon, bref, vous m'avez compris, ça relève de la liberté de conscience du citoyen. Or, la laïcité, c'est la liberté de conscience. Je ne veux pas vivre dans un pays où une milice étatique contrôlera si je suis allé ou pas à la messe, si je suis allé ou pas à la synagogue, si je suis allé ou pas à la mosquée, si je suis ou pas allé faire une belote à cette heure-là avec les copains au bistrot. Ce qui est plutôt ma position philosophique, vous vous en doutez. Cette idée que l'État doit être la police de conscience, le gendarme des consciences des citoyens, est une idée extraordinairement vomitive. Et il faut quand même se rappeler un peu de l'histoire. Si vous voulez qu'il y ait une guerre civile dans un pays, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que l'État dise aux citoyens, voilà ce que vous devez penser, voilà ce que vous n'avez pas le droit de penser. Et tout ce qui dérive de ça. Parce qu'au développement de ça, il y a, par exemple, la police du vêtement. La police du vêtement, c'est les gestapistes de Pinochet. C'est les gestapistes latino-américains de Videla en Argentine. C'est les colonels grecs qui trouvaient astucieux de persécuter les jeunes femmes qui se promenaient en pantalon dans la rue ou qui avaient des jupes trop courtes, parce qu'il y en a qui savent qu'est-ce qui est trop court, qu'est-ce qui est trop long, et eux ils savent. Ils ont un truc, un canal direct, ils savent exactement la longueur du tissu. Ça m'espante par ailleurs, mais bon, ils savent. Et qui trouvaient habile d'attaquer les jeunes gens qui avaient les cheveux trop longs pour leur raser la tête en pleine rue. Voilà, parce qu'il faut voir les conséquences des choses. Non, la laïcité, c'est la liberté de conscience, ça c'est la République, c'est la liberté de conscience. Cette loi de séparation, elle a été faite pour que les citoyens, c'est ça le but. Le but, c'est pas de faire chier les curés, sinon c'est facile, hein. Quand il y en a un qui passe en soutane, on fait croire à 50 derrière, voilà. Ouais, mais c'est rigolo quand même. Honnêtement, comme disait l'autre, je l'ai eu fait, et j'ai passé l'âge. J'avais 14 ans, j'ai passé l'âge. Non. Je t'expliquerai quoi Voilà. ça. Voilà, je ne veux pas développer plus, je pense que j'ai été clair, donc je suis, vous me connaissez, je suis véhément, je ne suis pas agressif, je suis véhément. Et cette idée que... Non, moi j'avais jamais entendu cette proposition. Oui, non, mais c'est pas la première fois que moi je l'entends.
le truc. Voilà, j'ai la parole, je vais en abuser un peu, sinon quoi ça sert là. Sur la question de l'islam, parce qu'il faut voir le degré. Moi j'ai une position, c'est maintenant dès que vous dites non mais quand même, où passe le pognon de nos impôts et tout, on vous accuse d'être complotiste. Moi j'ai une position, c'est que pour beaucoup de gens qu'on voit à la télé, gouverner, c'est comploter contre les peuples. Voilà la position que je défends. Les complotistes ne sont pas où on dit qu'ils sont, bien souvent. Par ailleurs, il y a des complotistes à la petite semaine aussi, vous savez, on va discuter de ça pendant des heures. Mais le point sur lequel, c'est parce que cette histoire d'athéisme, ça poursuit un but. Je doute, mais alors considérablement, que le but soit de persécuter l'Église catholique. Je suis comme ça dans l'idée que ceux qui voudraient une constitution